Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter ma vie encore une fois. À chaque fois, sous les commentaires, il y a des Russes qui me disent que ma voix est très endormante et très calme et reposante et que même s'ils ne comprennent absolument rien à ce que je dis, ça les aide à dormir le soir. Donc je pense que cette vidéo est pour vous. Et à vrai dire, je fais la même chose. Le soir, souvent, je trouve des youtubeurs avec une voix calme et je mets la vidéo et ça m'aide à dormir d'avoir une voix à côté de moi. Donc voilà, je vous autorise à vous endormir avant la fin de la vidéo, je serai pas vexée et je vous souhaite une très bonne nuit. Donc aujourd'hui, je voulais vous raconter comment je suis arrivée en Russie et les premiers voyages que j'ai faits en Russie avant de m'installer définitivement à Moscou. C'est une question qu'on me pose assez souvent, surtout ici. Les gens me demandent toujours ce que je fais là et pourquoi, comment je suis arrivée ici. Donc je me suis dit que c'était une bonne occasion pour vous en parler. La première fois que je suis allée en Russie, c'était totalement au hasard. J'étais étudiante à Göteborg en Suède et je faisais donc un semestre d'études là-bas, un semestre Erasmus. Et le bureau des étudiants nous a proposé de passer quelques jours en Russie sans visa. Donc on partait de Stockholm en ferry, on allait jusqu'à Helsinki et ensuite jusqu'à Saint-Pétersbourg. Et le principe c'est qu'on dormait sur le bateau la plupart du temps. Donc en fait on n'avait pas besoin de visa parce qu'on restait très peu de jours sur le territoire russe, sur le sol de Saint-Pétersbourg. Donc à l'époque j'étais étudiante, j'avais le budget pour un voyage, donc soit je choisissais d'aller en Laponie avec les étudiants, soit ce voyage à Saint-Pétersbourg. Donc j'en ai discuté un petit peu avec Mio, mon amie japonaise, parce qu'on avait décidé de voyager ensemble et on a décidé qu'on allait aller en Russie. Donc c'était vraiment du hasard, je savais absolument rien sur la Russie et je m'étais jamais vraiment renseignée sur le pays, je m'étais jamais intéressée au pays. Pour moi c'était un pays très lointain dans lequel j'allais probablement jamais aller. Mais au final, ça s'est fait comme ça, vraiment par hasard. Donc quand je suis arrivée à Saint-Pétersbourg, ce qui m'a frappé le plus au début, c'est la ressemblance de Saint-Pétersbourg avec la France, mais la France de mes grands-parents, je pense. La ville m'a donné une impression de quelque chose de très proche, très familier, quelque chose que je connaissais déjà, et en même temps de quelque chose de complètement nouveau et encore entièrement à découvrir, donc c'était vraiment un mélange intéressant. Je pense que ce qui m'a frappé, c'est la façon dont les gens sont. Et c'est pas seulement sur l'architecture, parce que tout le monde me dit que Saint-Pétersbourg c'est une ville très européenne, etc. Mais honnêtement, je sais pas à quelle ville européenne on compare Saint-Pétersbourg quand on dit ça, parce que pour moi c'est vraiment une ville 100% russe, je comprends pas où est l'Europe à Saint-Pétersbourg. Donc c'est plutôt les gens qui m'ont fait penser aux Français de la génération de mes grands-parents. Peut-être leur manière d'être, leur manière de s'habiller, je sais pas exactement, mais vraiment il y avait quelque chose de familier dans leur façon d'être. Quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi, c'est l'alphabet cyrillique. Je l'ai trouvé magnifique et j'ai décidé de l'apprendre. C'est vraiment pas très difficile. Il y a plein de gens, plein de Français qui me disent mais comment tu fais, l'alphabet est différent, etc. Ça doit être très difficile. Mais en fait, l'alphabet, c'est vraiment la partie la plus simple de la langue. On l'apprend en quelques jours. Là, je l'avais appris à Saint-Pétersbourg juste en lisant les panneaux parce qu'il y a plein de mots russes qui sont similaires aux nôtres, notamment des noms de marques ou des mots français qui sont passés dans le vocabulaire russe. Et donc on les retrouve assez facilement et juste par déduction, on peut comprendre quelle lettre correspond à quel son, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont en commun avec notre alphabet. Au final, je trouve que l'alphabet cyrillique simplifie les choses pour apprendre le russe, parce que c'est un alphabet qui est vraiment sur mesure pour la langue russe, alors que quand j'étais en Pologne et que j'ai essayé d'apprendre le polonais, en polonais ils ont à peu près les mêmes sons, les mêmes sonorités que dans la langue russe, sauf qu'ils utilisent l'alphabet latin et du coup il faut 3 ou 4 lettres de notre alphabet latin pour correspondre à un son en polonais. Donc ça fait que les mots sont interminables, c'est hyper difficile à déchiffrer. Donc pour cette raison, je trouve que c'est beaucoup plus simple quand on a une langue avec un alphabet séparé, surtout que ça met un petit peu la langue dans un tiroir différent dans notre tête, donc ça permet de faire moins de mélange entre les langues. Donc ouais, l'alphabet c'était aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu et beaucoup attiré en Russie. En plus, comme j'ai appris l'alphabet très facilement, je me suis dit oh bah ça va être facile d'apprendre le reste de la langue russe, ça doit être une langue super simple. Donc à l'époque, je connaissais pas un mot de russe, ça devait être il y a 5 ans, je pense, quelque chose comme ça. J'avais jamais vraiment entendu parler russe, ou en tout cas j'avais jamais fait attention à la langue. Et là, on avait une guide russe qui nous a accompagnés dans un bus touristique et qui nous a présenté un petit peu la ville en anglais, mais elle parlait russe avec le chauffeur, etc. Donc c'est la première fois vraiment que je faisais attention à la langue. Et je me souviens de ma première impression du russe, où j'avais vraiment entendu les sons mouillés comme le i, yé, ou des choses comme ça. Et sur le coup, ça m'avait fait penser à un boulanger qui pétrit une boule de pâte de pain. Je sais pas pourquoi, à vrai dire, mais c'était ce à quoi ça m'a fait penser le russe au début. Donc avec mon amie japonaise Mio, on a vraiment fait le tour de la ville en touriste. Donc on est allé à l'Ermitage, on est allé se promener dans les rues sur Nevsky, on est allé dans cette énorme librairie à Nevsky, on est allé dans des restaurants, essayer des plats russes. D'ailleurs, j'avais été étonnée parce que personne ne parlait anglais. Et encore aujourd'hui, quand j'en parle avec des Russes, ils me disent « Mais non, mais à Saint-Pétersbourg, à Moscou, tout le monde parle anglais. » Non. Je me souviens très bien que dans les restaurants, les gens ne nous répondaient pas
quand on parlait en anglais, ou alors vraiment ils étaient désagréables, ils n'avaient pas envie de faire l'effort, etc. Donc on montrait toujours du doigt ce qu'on voulait. Même chose dans la librairie, qui est pourtant la librairie principale de Saint-Pétersbourg et qui est remplie de touristes. Pareil, dans le magasin de souvenirs de l'Ermitage, j'avais essayé de parler en anglais et on m'avait pas répondu. Enfin, pas répondu en anglais, les gens nous parlaient en russe en fait. Et à vrai dire, moi c'est quelque chose que j'adore en Russie, que les gens ne parlent pas anglais, parce que ça me force à pratiquer le russe. Et même en connaissant simplement quelques mots de russe en tant que touriste, ça suffit pour se déplacer. Et pour faire en sorte que les gens soient bien disposés à notre égard aussi. C'est un peu la même chose en France d'ailleurs. Quand un touriste américain s'adresse à nous en anglais, purement en anglais, sans faire l'effort de dire bonjour en français, bah on n'a pas forcément envie de répondre. Donc bref, on a juste passé quelques jours à Saint-Pétersbourg, mais c'était vraiment suffisant pour que je sois complètement amoureuse de la ville et que j'ai juste envie d'y retourner. Le bureau des étudiants nous avait proposé différentes activités à la carte, donc on pouvait choisir ce qu'on voulait faire chaque jour, et on se divisait en groupes d'étudiants pour aller visiter différents musées, etc. Et Mio et moi, on avait préféré aller vraiment voir les choses les plus culturelles, donc le musée de l'Ermitage, on était allé aussi prendre un petit bateau et faire le tour de Saint-Pétersbourg en passant par les canaux, etc. On avait fait aussi un dîner russe qui était censé être plus traditionnel, etc. Donc avec une danseuse habillée en costume traditionnel et de la musique traditionnelle. C'était pour les touristes, clairement, mais j'avais apprécié. Et c'était là que j'ai appris mon premier mot de russe, spasiba. C'était ma voisine de table qui était française et qui m'avait appris ce mot en me donnant un moyen mémotechnique pour le retenir. C'est spasiba. Donc voilà, j'ai retenu c'est spasiba. J'étais une étudiante très discrète et pas du tout fêtarde. D'ailleurs, j'ai jamais bu d'alcool avant d'arriver en Russie. Et mon amie japonaise Mio, c'était la même chose, elle buvait pas non plus. Donc on était au milieu d'une bande d'Espagnols, de 15 Espagnols, je pense, qui étaient très très fêtards. Et il y avait une Américaine ou deux, on dormait dans des dortoirs, donc c'était une catastrophe parce qu'ils revenaient en plein milieu de la nuit, encore à moitié ivres. Ils étaient allés dans des boîtes de nuit à Saint-Pétersbourg. Et donc Mio et moi, qui avions fait 30 km dans la journée en marchant, on pouvait pas dormir. Donc bref, on était un petit peu en décalage avec les autres étudiants. Après, j'ai un peu vécu ça pendant une grosse partie de mes études, donc ça m'a pas trop étonnée. Donc voilà, la Russie m'a fascinée instantanément, on va dire. Et quand je suis rentrée en France, j'ai décidé de me mettre au russe. Je pense qu'encore une fois, quelque chose qui m'a vraiment attirée en Russie, c'est le fait que le pays me fait penser à mes grands-parents, les gens me font penser à mes grands-parents, que j'adore et dont je suis très proche. Donc je pense que ça a eu une grosse influence sur moi. Quand j'étais petite aussi, à la maison, chez mes grands-parents, il y avait un livre sur le père hiver, qui est donc un conte russe. On avait Baba Yaga aussi. J'ai même une photo de moi en costume russe, parce que mes grands-parents étaient allés en Russie, je pense un petit peu avant ma naissance, et ils nous avaient rapporté, moi et mes petites sœurs, des costumes traditionnels russes pour les enfants. Donc même si on n'a pas de russe dans la famille, il y avait quelques éléments de la culture qui étaient arrivés jusqu'à nous, et auxquels j'avais été exposée donc depuis toute petite. Aussi, ça faisait très longtemps que j'étais attirée par les langues. J'avais à peu près fini d'apprendre l'anglais, en tout cas je me débrouillais largement suffisamment en anglais. Donc j'avais très envie d'apprendre une nouvelle langue et je savais pas très bien laquelle choisir. En général, je prenais une langue, j'essayais de l'apprendre pendant 2 mois, puis après je m'en lassais et j'abandonnais. Donc là, je m'étais dit que j'allais donner sa chance au russe et on a très bien cliqué, le russe et moi, on s'est très bien entendu tout de suite. Alors que l'allemand et moi, on s'entend vraiment pas bien. C'est je t'aime, moi non plus. J'aimerais beaucoup apprendre l'allemand, c'est une langue qui me plaît, j'aime la sonorité de l'allemand. Il y a aussi pas mal de contenu en allemand qui est intéressant sur internet. Donc j'en écoute régulièrement, j'écoute des livres. Je parle pas un mot d'allemand, mais je continue doucement d'apprendre. Après, quelque chose qui me frustre beaucoup en allemand, c'est que tout est tellement politiquement correct dans leur contenu sur internet que c'est fatigant pour moi et je perds de l'énergie juste d'agacement en écoutant ce qu'ils ont à dire parfois. Donc je trouve ça assez dommage, mais quand même j'ai envie d'apprendre cette langue, doucement mais sûrement on va dire. Et avec le russe, j'avais pas ce problème-là, il y avait plein de contenus intéressants sur internet, il y a aussi beaucoup de contenus qu'on peut télécharger gratuitement ou auxquels on peut avoir accès gratuitement, donc plein de classiques, de livres, etc. Qu'on peut écouter en ligne. Donc quand je suis rentrée en France, j'étais à Montpellier à l'époque, j'ai commencé des études en école d'ingénieur à Montpellier, et j'ai commencé à écouter du russe tous les jours en allant à l'université à pied, et voilà, c'est comme ça que j'ai étudié la langue. Donc oui, même avant de trouver la Russie, je savais que je voulais habiter à l'étranger, parce que quand je suis en France, j'ai tendance à m'ennuyer, j'aime beaucoup l'aventure et j'ai besoin d'aller toujours plus loin. Donc si ça n'avait pas été la Russie, ça aurait été un autre pays. J'avais été attirée pendant un moment par l'Angleterre, je m'y sens assez à l'aise parce que ça ressemble à la Normandie. J'aime aussi la Scandinavie, j'avais bien aimé vivre en Suède. Donc tout ce que je savais, c'est que je voulais habiter à l'étranger et dans un pays du Nord. Je suis plus attirée par le Nord que par le Sud.
pour pas mal de raisons. Déjà parce que je déteste la chaleur, je ne supporte pas le chaud. Dès qu'il fait plus de 30 degrés, mon cerveau fond, je peux plus rien faire et je suis obligée de rester les bras en croix par terre sur le carrelage, prendre une douche toutes les 5 minutes pour me rafraîchir. Donc c'est pas pour moi. Donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai été tout de suite attirée par la Russie, ou par l'idée de la Russie. C'est parce que c'est un pays du Nord, un pays froid disons en général. Donc c'est là que je me suis mise au russe, vraiment à Montpellier. Au début j'étais très motivée, j'ai acheté des livres de grammaire pour apprendre le russe, j'en ai plein à la maison d'ailleurs chez mes parents, que je n'ai jamais ouvert, ou alors j'ai ouvert la première page, et je suis jamais allée beaucoup plus loin parce que je suis vraiment pas scolaire, j'ai toujours eu du mal avec les notions de grammaire, apprendre avec un livre, etc. Ça m'intéresse pas beaucoup, et j'ai du mal à rester motivée avec cette méthode. Donc j'ai juste continué à écouter le russe en fait. J'ai commencé par écouter Harry Potter quand j'étais à Montpellier. J'ai écouté les 7 tomes de Harry Potter et au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre certains mots et pas à parler, mais à comprendre de plus en plus. Donc je pouvais passer à des livres plus compliqués au fur et à mesure. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant j'ai du mal à parler. Je comprends bien le russe, mais j'ai du mal à parler parce que j'ai pas vraiment eu de pratique à ce moment-là. J'ai essayé de prendre des cours de russe aussi quand j'étais à Montpellier. J'avais une prof russe, Victoria, absolument adorable, donc c'était un plaisir de prendre des cours avec elle. Mais les autres étudiants, qui étaient souvent des personnes plus âgées, pendant ces cours du soir, ils avaient un niveau totalement différent du mien, dans le sens où ils connaissaient déjà la grammaire et ils connaissaient déjà les déclinaisons, mais ils comprenaient pas du tout le russe, ils pouvaient pas parler ou écrire. Alors que moi, d'instinct, je pouvais un petit peu parler et écrire, mais par contre, je connaissais pas les notions de grammaire. Donc c'était pas très utile pour moi d'aller à ce genre de cours en commun. Et de toute façon, en général, je préfère apprendre toute seule, c'est plus efficace pour moi. Même encore aujourd'hui, je me rends compte que quand j'assiste à une lecture, enfin, comment on dit en français, une conférence ou quelque chose comme ça, j'ai du mal à rester concentrée plus de 5 minutes. Si j'ai un papier devant moi et que je peux dessiner en même temps, ça va, mon cerveau arrive à rester réveillé. Par contre, si je dois juste écouter quelque chose sans rien faire, au bout de 5 minutes, il n'y a plus rien dans mon cerveau. Je suis un légume et j'attends que ça se passe. D'ailleurs, c'était comme ça pendant toutes mes études. Donc, quand tout le monde me disait autour de moi que les études, c'est le meilleur moment de sa vie, que c'est là où on s'éclate le plus, etc., j'étais assez dépitée en me rendant compte que moi, ça me correspondait pas du tout et que j'étais pas du tout heureuse de passer 8 heures par jour assise sur une chaise à ne rien faire et à dormir debout. Donc je suis vraiment très contente d'avoir fini mes études et de travailler, c'est un rythme qui me correspond beaucoup mieux. En plus, j'avais super mauvaise conscience pendant toutes mes études parce que j'arrivais pas à écouter et que j'essayais de me forcer, etc. Mais même si le sujet était intéressant, même si le prof faisait tout ce qu'il pouvait, c'était impossible. Pour moi, c'est pas possible de me concentrer comme ça sur quelque chose. À Montpellier, je faisais des études d'ingénieur en agroalimentaire et ils nous avaient donné des tablettes parce que c'était un outil pour que tous les étudiants aient le même et qu'on puisse travailler dessus. Et je pouvais mettre un livre sur le côté de ma tablette et lire pendant les cours. Donc je lisais en russe et je pratiquais du coup mon russe pendant les cours. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris le russe toute seule à Montpellier parce que je m'ennuyais, j'en avais marre des cours et j'étais pas heureuse d'être étudiante. C'est aussi à cette époque, quand j'habitais à Montpellier, que je me suis inscrite sur des sites d'échange de langue et j'ai trouvé mes premiers correspondants. Il y en a beaucoup que j'ai toujours maintenant. Et à vrai dire, ma toute première correspondante pour le russe, Aliona, était ukrainienne de Kiev et on parle plus aujourd'hui depuis que j'ai déménagé à Moscou parce qu'elle n'était pas d'accord avec ma décision et on a arrêté de parler sur une discussion où elle m'a dit que je contribuais à tuer des Ukrainiens en payant des taxes en Russie. Donc à partir de ce moment-là, on a compris que c'était plus la peine d'essayer de parler. Mais c'était ma première correspondante en russe. Je l'aidais en français et elle m'aidait avec le russe. Son père était russe, donc elle parlait sans accent ukrainien. Et je suis allée la voir d'ailleurs à Kiev il y a quelques années. Et on a visité la ville ensemble. Et ensuite, elle est venue en France et je lui ai fait visiter la Normandie. C'est à l'époque aussi que j'ai rencontré mon amie Xenia, que je vous ai déjà présentée dans une vidéo sur Saint-Pétersbourg, qui habite à Saint-Pétersbourg. Et donc voilà, j'ai rencontré en ligne 4 ou 5 correspondants. Et je me suis rendu compte que je m'entendais bien avec les Russes, et beaucoup mieux qu'avec d'autres nationalités, que c'est beaucoup plus facile pour moi de parler avec des Russes qu'avec par exemple des Anglais ou des Américains. Donc évidemment, ça a contribué à m'intéresser de plus en plus à la culture russe. J'ai commencé à regarder des films, les films de Gaïdaï par exemple, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai lu aussi un peu de littérature russe, au début en anglais, Dostoïevski et compagnie, et ensuite je les relisais en russe, mais j'avoue que c'est quand même aujourd'hui, difficile pour moi de les lire. D'ailleurs, la littérature russe, c'était encore une raison pour moi d'apprendre cette langue, parce que j'avais déjà la chance de pouvoir lire de la littérature française et anglaise en VO, en version originale, et donc le russe, pour moi, c'était
la pièce manquante, ce puzzle de pouvoir lire de la littérature russe en russe, surtout que c'est absolument impossible de traduire du russe à l'anglais ou au français, donc on perd la moitié des nuances ou du sens, enfin peut-être pas la moitié, mais on en perd beaucoup. Donc pour moi c'est un privilège de pouvoir lire des livres russes en russe. Et puis j'aime beaucoup la langue russe de façon générale, j'aime beaucoup la sonorité, le fait que ce soit une langue très nuancée avec laquelle on peut dire beaucoup de choses en peu de mots. Et voilà. Ensuite, évidemment, j'avais envie de retourner en Russie, mais c'est très difficile quand on est étudiant. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui viennent sur Instagram me poser des questions sur quand on est étudiant, comment est-ce qu'on peut venir en Russie. Donc déjà, il faut parler russe, je pense, parce que la plupart des universités offrent des cours en russe. Ensuite, bon courage, il va falloir poser beaucoup de candidatures, parce que pour les Russes, c'est compliqué de faire venir des étrangers. Donc j'ai essayé de trouver des stages, des choses comme ça en Russie, c'était impossible. Et puis, il y a eu le Covid qui est arrivé en plein milieu. Donc, encore une fois, ça m'a mis des bâtons dans les roues. Tout le monde me disait, mais t'inquiète pas, t'auras le temps plus tard, dans 5 ou 6 ans, d'aller en Russie, prends ton temps, etc. Mais pour moi, 5 ou 6 ans, c'est une année-lumière, je pense. Et de façon générale, je suis très têtue, comme une mule. Quand j'ai décidé de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Donc, je voulais certainement pas attendre 5 ou 6 ans. Juste avant le début du Covid, j'avais prévu d'aller à Moscou, j'avais pris mes billets, j'avais tout réservé, etc. Et le Covid est arrivé juste au mauvais moment, le confinement a commencé une semaine avant mon départ, donc j'ai dû tout annuler. Et vraiment, c'était une énorme déception pour moi. Donc voilà, le Covid, c'était pas la meilleure période du monde. Ensuite, je crois que c'était en août 2021. J'étais en vacances avec ma famille et tous les jours, j'allais sur internet vérifier l'état des frontières, regarder comment ça se passait, etc. Le jour où les frontières avec la Russie ont rouvert, j'étais là, je l'ai vu, j'ai pris mes billets dans la journée. Donc en septembre 2021, je suis retournée en Russie pour 2 semaines. D'abord à Saint-Pétersbourg, où mon amie Xenia m'a accueillie. C'était la première fois qu'on se voyait, du coup, en vrai. C'était encore dans la période du Covid où on devait faire des tests tout le temps, porter des masques, etc. Donc à Paris, je suis allée faire un test. On devait faire un test, je sais plus, 24 heures avant ou un truc vraiment très court. Donc je suis allée dans une clinique ou je sais pas trop quoi faire ce test. Et ensuite, je suis allée dans mon hôtel le soir. Je me suis réveillée à 5 heures du matin ou quelque chose comme ça, le jour de mon départ pour la Russie. J'ouvre mon téléphone et je vois que j'ai reçu un test qui est un test du Covid qui est revenu positif. Alors que c'était impossible, je savais que c'était impossible que j'ai le Covid parce que j'étais pas sortie pendant 2 semaines de chez moi les semaines d'avant, parce que j'avais trouvé des bébés chats dans un champ quand j'étais en Normandie, des bébés qui devaient avoir 5 ou 6 jours, quelque chose comme ça. Et avec mes petites sœurs, on avait passé 2 semaines peut-être à essayer de les sauver. Donc ils étaient très malades, c'était absolument horrible, on devait se réveiller toutes les heures pour les nourrir, leur masser le ventre, les réchauffer. Il y en a un qui était mort, enfin c'était l'horreur. Et bref, j'étais pas sortie de chez moi, vraiment, et mes petites sœurs non plus d'ailleurs, pour m'occuper de ces petits chats. Donc pendant 2 semaines, j'étais restée à la maison, c'était impossible que j'ai le Covid, et je le savais. Donc j'ai couru à toute vitesse jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle. Évidemment, quand on est pressé dans Paris, qu'on veut se dépêcher, il y a toujours des choses qui vont pas. Donc je sais pas ce que j'ai, par exemple, je dois émettre des ondes négatives, je ne sais pas. Mais à chaque fois que j'ai un ticket de métro parisien, je le désactive, je le démagnétise, je sais pas comment, juste en le gardant 5 minutes dans ma poche, donc il ne fonctionne jamais quand j'essaye de sortir du tourniquet. Donc là, évidemment, à 5 ou 6 heures du matin, en arrivant à Charles de Gaulle, j'essaye de mettre le ticket et il ne fonctionne pas. Je suis restée un quart d'heure devant ce tourniquet parce que contrairement à la Russie, il n'y a pas de garde qui viennent nous ouvrir si on est coincé. Il n'y a personne. Donc en plus, comme je suis pas très sûre de moi et très assertive, j'ai pas osé demander sur le coup à quelqu'un de me laisser passer. J'ai fini par le faire. Un monsieur très gentiment m'a laissé passer au bout d'un quart d'heure, donc j'avais encore perdu du temps, j'étais super stressée. Donc je suis allée au centre de test Covid qui est dans l'aéroport de Charles de Gaulle. J'ai fait la queue, j'ai payé le prix maximum pour me refaire tester en un temps minimum. Je crois qu'ils promettaient les résultats en 2 heures, etc. Ensuite, je me suis assise sur une chaise et j'ai attendu en comptant les minutes. Encore aujourd'hui, quand je vais à Charles de Gaulle et que je repasse devant la machine à café qui était à côté de moi, je me souviens de cette douleur interne que je ressentais. Mais j'ai eu le test à temps et il est revenu cette fois-ci négatif. Donc j'ai pu partir. Donc évidemment, après toutes ces émotions, quand je suis arrivée à Saint-Pétersbourg, j'étais complètement déboussolée. En plus, c'était le soir. Je suis allée dans un appartement communautaire où il y avait pas mal de familles, pas mal de Russes. Ils ont été adorables avec moi, tous très gentils. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a marquée parce que c'était des gens qui n'avaient pas une vie facile
et qui travaillaient beaucoup, etc. Ils revenaient le soir, ils étaient fatigués. Et ils ont quand même été adorables avec moi. Ils m'ont très bien accueillie. Après, je comprenais rien, j'étais tellement fatiguée ce soir-là. Je me souviens d'un jeune homme qui a commencé à me parler à toute vitesse le soir. J'étais complètement dans les vapes, il devait être 22h quand je suis arrivée. Et il commençait à m'expliquer, il commençait à discuter avec moi, il m'avait fait goûter le miel de son grand-père, etc. Très sympa, mais vraiment j'ai pas compris grand-chose, j'étais trop fatiguée. Donc là j'ai passé une semaine à Saint-Pétersbourg, à marcher tous les jours partout, à explorer la ville, à visiter tous les musées possibles et imaginables. J'étais tellement surexcitée et tellement pleine d'énergie à l'idée d'être finalement en Russie que je marchais 20 km par jour sans rien manger parce que j'oubliais de manger, et donc j'ai failli tomber dans les pommes plusieurs fois. Ce qui m'arrive assez régulièrement d'ailleurs. Donc j'ai visité certaines choses avec mon amie Xenia, j'ai rencontré une autre amie, Sacha, qui m'a fait goûter au gâteau Napoléon, qui est très célèbre en Russie et qu'on ne connaît pas en France. C'était à ce moment-là d'ailleurs que j'ai eu l'opportunité de visiter l'Ermitage, le musée de l'Ermitage, alors que c'était encore le Covid. Donc j'avais réservé ma place en ligne, j'avais pris le premier créneau, et quand je suis arrivée dans le musée, il n'y avait absolument personne, le musée était complètement désert. Donc j'ai eu la chance de visiter le musée de l'Ermitage qui était vide, juste pour moi. Je suis pas sûre que j'étais censée le visiter comme ça, parce que je pense il me semble qu'à l'époque il y avait 2 itinéraires, disons, à travers le musée qu'on devait respecter pour éviter de croiser trop d'autres visiteurs, etc. Et moi j'étais allée juste au hasard dans le musée avant que les autres visiteurs arrivent. Donc voilà, j'étais toute seule dans ce musée, c'était incroyable. Ensuite, je suis allée à Moscou, où j'ai visité pas mal avec mon ami Alexei. À Moscou, je me sentais vraiment plus perdue qu'à Saint-Pétersbourg, et sur le coup, j'ai beaucoup moins aimé la ville, parce que c'était une fourmilière, j'étais vraiment perdue. Il y avait trop de monde partout, trop de voitures, trop de bruit aussi. C'est pas super agréable de se promener dans le centre de Moscou à cause du bruit et des voitures, de la circulation partout. Maintenant, pour moi, Moscou est plus familière que Saint-Pétersbourg, mais à l'époque, je m'y retrouvais pas trop. Et encore, c'est vraiment facile, je trouve, de se déplacer en Russie, parce que les applications Yandex Maps, par exemple, sont vraiment très performantes. Donc c'est beaucoup plus simple de se déplacer en Russie que dans Paris, par exemple, même pour un étranger. Donc avec Alexei, on a pas mal visité. On est allé dans le parc Vedenra, par exemple, où il y a des pavillons qui représentent différents pays qui faisaient partie de l'URSS. C'est un super grand parc qu'il vaut mieux visiter avec des trottinettes électriques, ou nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des vélos, on a loué des vélos. D'ailleurs, en ce moment, il y a une exposition sur la Russie qui est assez intéressante, et j'y suis allée avec un ami il n'y a pas très longtemps. Peut-être que j'en ferai une petite vidéo ou un short, quelque chose comme ça, pour vous montrer ce à quoi ça ressemble. Il y a des trucs qui m'ont frappée quand je suis arrivée à Moscou. Par exemple, juste quand je suis arrivée, je marchais vers mon B&B, et devant le Bolchoï, juste devant moi, il y a une limousine énorme qui s'est arrêtée. Il y a une femme qui en est sortie, habillée dans une robe hyper moulante, avec plein de maquillage et vraiment très apprêtée, et qui s'est mise à poser devant la limousine et devant le Bolchoï. Il y avait un photographe qui la prenait en photo, etc. Et je me suis arrêtée, et puis je l'ai regardée, et pour moi c'était vraiment un drôle de spectacle de voir ça. Et ça m'a frappée que tout le monde se prend en photo tout le temps, enfin les femmes se prennent en photo tout le temps partout, et elles ont aucune gêne. Vraiment, ça n'existe pas, la gêne de se prendre en photo et de se mettre en avant, de prendre des poses devant tout le monde, aucun problème. Donc ça, c'était drôle à observer pour moi. Quelque chose qui m'a frappée aussi, c'est le sentiment de sécurité qu'il y avait à Moscou. J'étais vraiment perdue, je me sentais perdue, et je parlais pas très bien russe, et les gens sont très autoritaires, comme j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Donc ça me fait un petit peu peur au début. J'avais toujours peur de m'approcher d'une caissière pour lui demander quelque chose, etc. Parce que parfois j'avais des réponses très impatientes et très, très sèches en fait, dont j'avais pas l'habitude. Donc maintenant ça va, je le prends pas personnellement, mais à l'époque ça me faisait assez peur. Mais vraiment ce sentiment de sécurité dans les rues, surtout qu'il y a des fois où j'étais rentrée assez tard, toute seule, peut-être à 2h du matin, et j'avais vraiment pas peur. Et c'est un soulagement par rapport à la France, où il faut toujours regarder autour de soi, toujours se méfier, il y a toujours des gens pour venir nous voir. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait aussi beaucoup marqué et beaucoup plu en Russie. Aussi à l'époque, j'avais un petit peu peur de voir qu'il y avait des gardes, la police absolument partout. C'était assez impressionnant pour moi. D'ailleurs, la première fois que j'étais arrivée en Russie, en quittant le ferry, on était passé devant des gardes frontières, et ils avaient des chiens, et il y avait un chien qui avait reniflé mon sac parce que j'avais du Doliprane ou je sais plus trop quoi. Donc il m'avait arrêté, il m'avait mis sur le côté pour fouiller dans mon sac. Et donc même s'il m'avait relâché tout de suite en voyant que c'était des médicaments, ça m'avait marqué un petit peu de voir qu'ils étaient aussi efficaces, autoritaires, ils souillent pas, etc. Donc j'avais un petit peu peur. Et maintenant, au final, je suis très contente que ça se passe comme ça. Je me souviens d'une fois à Montpellier, à l'époque des Gilets jaunes, où
Il y avait eu une descente dans les rues pendant que je me promenais avec mes parents, et il y avait des groupes avec des cagoules qui déambulaient dans la rue, super agressifs, vraiment, c'était des jeunes qui savaient pas trop quoi faire sans doute et qui avaient repris le mouvement des Gilets jaunes pour s'amuser. Et donc tous les magasins s'étaient vidés d'un seul coup, les magasins avaient fermé la devanture, les grillages devant les vitrines, et il y avait une agressivité vraiment dans la rue de ces gens en cagoule. Donc vraiment, en ce moment, je trouve, niveau sécurité, c'est le jour et la nuit, entre Moscou, qui est impeccable, où les gens ne supportent pas le désordre, et il y a les gardes et la police pour maintenir l'ordre en permanence, et la France, où les gens sont convaincus d'avoir énormément de liberté, et au final, si on ne protège plus les citoyens qui se promènent paisiblement dans la rue, je sais pas de quoi on parle, enfin, je sais pas de quelle liberté on parle. Donc bref, encore un bon point pour la Russie qui m'a décidé à partir. Donc voilà, pendant ces 2 semaines en septembre 2021, je me suis vraiment bien amusée en Russie. Euh, et ensuite, il a fallu revenir en France. C'était vraiment un déchirement pour moi, j'avais pas envie de rentrer. Encore une fois, j'essayais en permanence de trouver des trucs à faire en Russie. Je finissais mes études, donc je savais que je pouvais essayer de trouver un job là-bas. Mais c'est super difficile. Il y a pas mal de gens dans les commentaires qui me demandent mais pourquoi t'habites à Moscou, il faut que t'ailles voir d'autres régions de la Russie, etc. Mais en tant qu'étranger, c'est pas évident de trouver un job ici. Donc Moscou, c'est là où il y a le plus d'opportunités. Après la fin de mes études, j'ai décidé d'aller à Berlin pendant 6 mois euh, pour juste faire une pause et puis pour découvrir un petit peu l'Allemagne. J'étais en gros babysitter dans la famille russe. Et donc je m'étais dit que c'était l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur la Russie et en même temps d'habiter en Allemagne et d'explorer Berlin. En parallèle, je cherchais un travail en Russie. J'ai posé plein de candidatures, j'ai essayé même de trouver un travail en tant que prof de français, même si en vrai on a un peu payé des clopinettes en tant que prof en Russie, donc ça aurait été difficile. Donc j'ai passé 6 mois dans cette famille russe. Et il y a beaucoup de Russes à Berlin, et donc je rencontre un petit peu les amis de la famille, les enfants, enfin la plus petite elle est dans un kita kindergarten russe. Il y avait vraiment beaucoup de familles russes autour, j'en ai rencontré, et ça m'a encore plus donné envie de partir en Russie parce que les gens étaient adorables, la famille dans laquelle j'étais, la maman c'était un ange, le papa était super sympa aussi. D'ailleurs c'est lui qui m'a donné l'idée de postuler à Skoltech, là où je travaille maintenant, parce qu'il était professeur et en Russie on lui avait proposé une place à Skoltech à un moment, donc il m'en avait parlé, j'avais posé une candidature libre et j'ai eu énormément de chance parce que mes 2 chefs à Skoltech sont français, donc ça a quand même facilité les choses. J'ai eu un premier entretien à l'époque quand j'étais à Berlin avec eux. Et puis après, sur le coup, ça s'est pas fait, je sais plus pourquoi. Donc je suis rentrée en France, j'ai travaillé pendant un petit moment à Lyon. Et j'étais un petit peu découragée d'envoyer des candidatures aussi souvent et de pas recevoir de réponses. Évidemment, j'intéressais pas les entreprises parce que j'avais aucune expérience en sortie d'études. Et j'ai recontacté Skoltech, encore une fois. Au bout de 6 mois, quelque chose comme ça, j'ai eu un autre entretien et cette fois-ci, on a conclu les choses. Et on a commencé les démarches. Vraiment, ça prend beaucoup de temps. C'est assez décourageant parfois quand on envoie une centaine de candidatures et qu'on a 2 réponses et qu'il y en a une des 2 qui est négative. Mais ça vaut le coup de persévérer. Et c'est là où c'est une bonne chose d'être têtue comme une mule parce que j'ai pas laissé tomber. Je voulais retourner en Russie et c'est tout. J'étais vraiment décidée à y arriver. À l'époque aussi, il y a eu le début de la guerre, etc. Ces événements politiques. Donc tout le monde m'a dit que j'étais complètement folle. En France, tout le monde m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire en Russie? N'importe quoi. Tu vas te faire tuer, etc. C'est pas du tout une bonne idée. Mais comme d'habitude, j'ai écouté personne. Je suis pas non plus complètement inconsciente. J'irai pas déménager en Inde toute seule ou dans un pays qui serait plus dangereux pour moi. Mais la Russie, je savais très bien que l'image qu'on en a depuis la France ou depuis l'Europe ne correspond pas du tout à la réalité. Et j'avais des amis sur place, je correspondais toujours avec des gens sur place, donc je savais ce qu'il en était de la situation. Je faisais confiance aussi à mes chefs actuels français qui habitaient sur place, et donc j'ai décidé de partir contre l'avis de ma famille et de beaucoup de mes amis. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à Moscou en novembre 2022, et je n'ai toujours pas l'intention de repartir. Donc c'est tout pour mon histoire. J'espère que ceux qui voulaient dormir dorment bien. Pour la continuation de ma chaîne, déjà merci beaucoup pour votre soutien, pour vos commentaires. Sous ma dernière vidéo, ça m'a vraiment fait plaisir de lire vos commentaires, il y en a eu beaucoup, et beaucoup qui étaient super intéressants. Je suis très fière de moi d'ailleurs d'avoir réussi à faire une vidéo où les gens ont commenté de cette façon, sans agressivité, vraiment avec que des commentaires super intéressants. Donc merci encore une fois. J'ai pas mal d'idées et de projets pour des prochaines vidéos. Déjà il y en a une que je veux vraiment faire sur mon point de vue sur les femmes russes, en tant que femme française, donc celle-là je suis en train de la monter mais ça me prend un temps fou. Ensuite j'aimerais bien faire 2 vidéos en russe, donc complètement en russe, je vais essayer, j'espère que je vais y arriver.
juste pour peut-être un challenge personnel et puis aussi juste pour remercier les Russes qui sont là, de me soutenir, etc. Puis c'est un bon moyen de pratiquer aussi. Donc voilà, je pense que je vais parler de la France en russe parce que comme je parle de la Russie en français, ça peut être intéressant de faire le chemin inverse. J'aimerais bien aussi améliorer ma manière d'éditer les vidéos et les rendre un petit peu plus intéressantes visuellement aussi. Le seul problème, c'est qu'il me faudrait, je pense, 2 ou 3 vies pour faire tout ce que j'ai envie de faire et apprendre tout ce que j'ai envie d'apprendre dans la vie. Donc, même si je dors pas beaucoup, il va quand même falloir que je ralentisse le rythme de temps en temps. En tout cas, j'ai décidé d'ouvrir une page sur Boosty pour permettre aux gens de sponsoriser la chaîne. À vrai dire, il y avait plusieurs personnes qui m'ont demandé comment sponsoriser la chaîne. Donc si jamais ça vous intéresse, je la mettrai dans la description. Et voilà, ça me permettra peut-être d'investir dans un logiciel pour monter, ou ce que je préférerais, c'est un logiciel pour faire de l'animation 2D. J'en ai repéré déjà 2 qui ont l'air assez intéressants. Je sais pas encore lequel choisir et j'espère que je vais y arriver aussi, comme c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'adore le dessin et voilà, l'animation, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Donc voilà, je vais essayer d'investir là-dedans. Quoi d'autre ? Depuis quelques mois, je prends des cours de chant à Moscou parce que ça me permet de pratiquer mon russe et en même temps de, encore une fois, sortir de ma zone de confort un petit peu plus loin. Parce que, encore une fois, comme je suis très timide, c'est difficile pour moi de chanter devant du monde. Et mon prof m'a convaincue de participer à un mini-concert ce dimanche. C'est pas vraiment un concert, c'est vraiment... Il y aura 20 personnes maximum, mais il va quand même falloir que je chante devant tout le monde. Et ça me terrifie absolument, parce que c'est hyper difficile pour moi de m'exprimer, de chanter, de me mettre en avant devant plusieurs personnes. Donc j'espère que je vais survivre. Si jamais je disparais après ce dimanche, vous saurez pourquoi. Mais si j'arrive à prendre assez confiance en moi, peut-être que je publierai des vidéos où je chante. Je peux même vous mettre un audio à la fin de cette vidéo. Il faut juste que je vérifie que j'ai le droit de le faire. Parce que j'utilise des karaokés que j'ai trouvés sur YouTube et téléchargés. Et probablement j'ai pas le droit de les utiliser, je ne sais pas. Donc voilà, si j'y arrive, en tout cas, je vous mettrai un petit extrait juste pour vous faire écouter quand je chante. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et une très bonne nuit pour ceux qui dorment. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux.